Eh ben, bienvenue à toutes et à tous et bienvenue au public pour BIC 2023 et du coup cette table ronde sur les financements alternatifs. Donc on est ravis d'accueillir 4 fintech particulièrement innovantes et dynamiques, des fintech françaises et 2 banques également très innovantes, la BPCE et la BPI France, autour de cette table ronde dont la thématique sera sur le décollage des financements alternatifs. Moi, je suis ravie d'animer cette table ronde avec vous. Je vous remercie encore pour du coup, votre disponibilité et le temps pour cette table ronde. Donc, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais autour des les financements alternatifs, on a une petite info, c'est qu'il semblerait qu'une entreprise sur 4 aurait déclaré avoir des difficultés d'accès au financement. Et donc, à cela, elle dispose désormais en fait, d'un panel de financement en plus des crédits bancaires classiques. Donc, ce que je propose, c'est que vous vous présentiez assez rapidement et ensuite on rentrera dans le détail de vos solutions. Donc je te laisse la main, Charlotte. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ouais. Bonjour à tous, Charlotte Gounod, je suis chez DeFacto en charge des affaires bancaires. Donc je m'occupe à la fois du financement, du refinancement de nos actifs, du prudentiel et de la conformité. DeFacto, on est une fintech créée mi-2021 et qui fait du financement de court terme pour les entrepreneurs, pour les TPE et les PME, avec une approche embarquée, c'est-à-dire qu'on s'intègre sur les outils que les TPE et les PME utilisent déjà. Voilà en quelques mots. Est-ce que je prends le relais? Oui. Merci Charlotte. Bonjour à tous, je m'appelle Nima Karimi, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années et actuellement cofondateur et CEO de Silver. Silver est une société qui a pour mission de rendre le financement plus accessible aux TPE et aux PME. Et pour faire très simple, on produit des financements de 10 000 à 1 million d'euros sur des maturités court terme qui vont de 1 mois à 12 mois. Bonjour à tous, je suis Ludovic Sarda, président et fondateur de PTS Capital, société qui opère la plateforme Trésor2E depuis 2015 maintenant. Et je vous parlerai tout à l'heure des financements qu'on propose. Bonjour à tous, Marc Bennegan, je suis le CEO et le fondateur de Krypton. Je suis également au board de France FinTech sur les sujets Web3 et Capital Market. Et Krypton se veut être l'infrastructure de marché pour PME, pour permettre aux PME de pouvoir se financer en fonds propres et débloquer l'investissement pour les particuliers, notamment via le PEA-PME. Oui, bonjour à tous, Laurent Monéger, en charge de l'innovation, groupe BPCE. Donc c'est un groupe dont le nom n'est pas forcément très connu du grand public, mais on a ici un parterre d'experts. Donc pour rappel, c'est Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Banque Palatine, Casden, Crédit Coop, Onet et pour les banques CIB, Natixis. C'est 26 milliards de PNB. Et par rapport au sujet d'aujourd'hui, ce qui est intéressant de dire, c'est que c'est la première banque des PME en France. C'est la deuxième banque des EI et des pros. Et c'est un peu plus de 20% du financement de l'économie française. Bonjour à tous, Arnaud Codou, directeur général adjoint de BPI France. On est une société qui organise des événements et qui, à titre accessoire, fait du financement d'entreprise en crédit et en fonds propres. Merci à toutes et à tous. Alors justement, avec l'open banking, l'open finance, les entreprises ont vu émerger du coup un panel d'offres diverses et sur une segmentation du coup assez large. Donc on va venir un peu plus en détail, mais du coup ces financements, l'idée c'est de voir qu'il y a du très court terme jusqu'à du long terme et du coup pour tout type d'entreprise. Du coup Ludovic, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur PTS Capital et à quels besoins de financement vous répondez? Alors nous, aujourd'hui chez PTS Capital, nous finançons le post-fournisseur. Donc on offre des crédits court terme de quelques jours à 1 an. Alors on ne peut pas dépasser 1 an, c'est le principe du court terme. Ainsi, on permet aux fournisseurs d'être payés plus tôt de leur facture. C'est ce qu'on appelle le paiement fournisseur anticipé. Et on permet aussi à l'acheteur de différer son paiement sans impacter le BFR de son fournisseur. Ça permet aussi de respecter au passage les délais de paiement dans les écosystèmes. Notre offre était principalement en euros. On vient de lancer les devises semaine dernière. Donc maintenant, on peut faire du financement dans il me semble, il faudra que ça soit confirmé, mais je crois que c'est 11 devises, dont les principales, dollar, yen, CNH. On a comme particularité d'avoir des clients qui sont issus, qui sont des grosses PME, des ETI, des grands groupes, surtout du monde de l'industrie, de la distribution, du BTP et, que j'en oublie pas, du transport, parce qu'ils sont très consommateurs, ils ont de matières premières, de ressources, donc ça veut dire qu'ils ont beaucoup de fournisseurs et qu'ils ont des gros impacts sur leur BFR,
puisque souvent vous êtes obligé d'acheter à 60 jours et vous produisez, et pour produire il vous faut 6 mois, 9 mois, et donc cet écart, ça pèse sur les trésoreries des entreprises et ça leur empêche finalement de prendre des nouveaux marchés. Et je crois que je vous ai tout dit, donc je vais passer la main. Et bien, du coup, Charlotte, on parlait facture, donc l'offre du coup avec Get de facto a un peu un semblable, donc je te laisse nous en dire plus. Donc de facto, on propose du financement de très court terme, nous, de 1 jour à 120 jours, avec une maturité qui est flexible. Donc ce n'est pas nécessairement 30, 60, 90, 120 jours. Si vous avez une facture à 60 jours et que vous savez que votre client va vous payer systématiquement avec 10 jours de retard, vous pouvez prendre un prêt à 70 jours. Donc on propose des financements aux TPE, aux PME et aux auto-entrepreneurs qui ont une activité professionnelle, donc à peu près tous les entrepreneurs de France. Et on a déjà prêté et accompagné 8000 entrepreneurs et octroyé 270 millions d'euros en moins de 20 mois depuis nos premiers prêts. De facto, on ne va pas être un nouveau guichet sur lequel les TPE et les PME viennent vers nous. Ce qu'on a observé, c'est que les TPE et les PME veulent en fait des outils financiers sur les outils qu'ils utilisent déjà, là où leur besoin de financement va s'originer, va se créer. Donc concrètement, on va équiper des marketplaces, on va équiper des fintech, que ce soit des banques, comme par exemple Conto, on est sur le Financing Hub de Conto, Pennyline, des outils de compta et de gestion, des outils d'aide à la liquidité. Donc aujourd'hui, c'est bien, vous voyez que vous avez un point bas de trésor. Demain, vous cliquez sur de facto et vous pouvez en plus solliciter un financement. Donc on équipe les outils sur lesquels les TPE et les PME sont déjà et on propose de manière instantanée du financement. Donc tout l'enregistrement, l'onboarding et la demande de financement va se faire en quelques minutes et on vous répond également en quelques minutes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait de l'instant, mais souvent c'est une phase qui est instantanée, c'est pas l'ensemble de la chaîne. Donc nous, en une journée, vous pouvez vous onboarder, demander un financement pour une facture, vous avez la réponse et vous touchez les fonds puisqu'on utilise aussi l'instant payment. Alors de facto, on répond à quel besoin de court terme? C'est une de nos spécificités, c'est qu'on répond aussi bien au financement des créances clients. Donc quand vous avez des clients qui doivent vous payer, vous savez qu'ils vont vous payer avec un délai, voire des retards de paiement. Nous, on est là pour y répondre et donc 120 jours généralement suffisent à cela. Mais on répond aussi aux besoins où vous avez des payables, donc c'est vous qui devez payer un fournisseur. On voit bien aujourd'hui, les relations avec les fournisseurs sont extrêmement importantes, notamment dans une réorganisation des chaînes de valeur. Et donc, on peut vous aider à financer tout de suite votre fournisseur, tout en ayant un peu plus de temps pour pouvoir avoir de la trésorerie. Ça permet également de financer les stocks. Et le dernier élément important, c'est qu'on finance aussi bien des factures B2B que B2C, voire des bons de commande publique. Et donc, entre guillemets, on répond généralement à l'ensemble des besoins de financement, à la fois créance client, à la fois créance fournisseur. Ça permet énormément de gagner du temps aux entrepreneurs, parce qu'à la fois, du coup, on va là où les entrepreneurs sont déjà. On finance de manière quasiment instantanée, donc ça évite de la charge mentale d'aller voir une banque. Et la dernière spécificité, c'est qu'on ne vous demande pas de mettre des données, et notamment votre dernier alias fiscal, et on ne va pas vous jauger ou vos capacités à l'aune de votre photo au 31/12 de l'année d'avant, qui parfois est très loin, dans un sens ou dans un autre. Et donc on récupère les données et on a vraiment une approche en temps réel d'estimation et de connaissance du client en temps réel grâce à toute la data et à la donnée qu'en 2023 on est capable de mettre en place. Voilà. Merci. Donc du coup, pareil sur du court terme, finalement il y a un peu un dénominateur commun autour de l'asset qui est vraiment la facture au démarrage et qui va permettre le financement. Du coup, Silver, toi Nima, vous êtes aussi un peu sur le court terme, mais un peu plus complémentaire. Oui, alors nous, on va situer sur le segment court terme par opposition au long terme que proposent les banques, qui sont généralement des investissements de l'ordre de 3 à 5 ans, et par opposition également à du très court terme, qui va être sur des factures et des financements de 30 à 60 jours. Si je dois reprendre un peu l'histoire du financement des entreprises, historiquement, les entreprises se financent via des banques, sur des financements plutôt long terme, des financements d'investissement, et avec une approche qui est une approche d'évaluation qui est portée sur le bilan des entreprises. Donc c'est généralement des photographies qui sont utilisées, des photographies qui datent d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an, et qui permettent à des banques de se faire une idée de la performance financière de l'entreprise, et du coup d'apporter des financements. Donc ça, c'est le modèle historique pour des financements plutôt de long terme. Dans les années 80, on a vu apparaître les financements très court terme, donc les financements plutôt 30 jours, 60 jours, et notamment via la facturage, qui est tout ce qui concerne le financement du poste client.
Et là, l'approche, elle réside à évaluer en fait l'actif sous-jacent, qui est la facture, qui est le receivable, et qui sert de collatéral pour apporter du financement. Donc ça, c'est la seconde génération de financeurs qui a émergé en Europe et ailleurs. Et là, ce qu'on voit actuellement, c'est une troisième génération de financeurs qui vont généralement occuper le créneau un peu du milieu, entre le long terme des banques et le court terme de la facturage. Et ce sont des acteurs qui arrivent à se développer grâce notamment à l'open banking, et on en reparlera, grâce à des technologies qui permettent d'avoir une analyse qui est beaucoup plus granulaire des entreprises. Donc au lieu de évaluer une entreprise sur son bilan ou sur son poste client ou son poste fournisseur, on va plutôt l'évaluer sur ses transactions bancaires, sur ses flux de trésorerie, etc. Donc le traitement se situe à un endroit qui est différent. Et donc, c'est ce traitement-là qui permet aujourd'hui d'adresser des entreprises qui étaient jusqu'ici mal adressées par les financements. Et si on regarde l'évolution de ce type de financement aux États-Unis et en Angleterre, on voit que ça a grandi de manière assez rapide. Si je prends juste l'exemple des UK, tout ce qui est financement non-bank, donc les financements produits par des acteurs du digital, représentait 0 en 2013. Aujourd'hui, ça représente 9% de la production bancaire globale en Angleterre. Donc on voit à quel point ces nouveaux modes de financement aujourd'hui grandissent vite et à quel point ils arrivent à répondre à des entreprises qui aujourd'hui qui ne cochent pas forcément les cases des solutions traditionnelles. Merci. Donc, c'est vrai que du coup, là, on a des solutions qui sont très court terme, sur du coup de la petite TPE jusqu'à la grosse PME TI. Et du coup, on a aussi des solutions finalement long terme. Et donc, Marc, je te laisse nous en dire un peu plus. Donc nous, Krypton, on a pour vocation de créer une bourse pan-européenne des PME, donc permettre le financement en fonds propres des PME, leur donner un accès à des financements où c'est plus difficile pour elles d'avoir accès. Et de l'autre côté, permet aux investisseurs, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, d'accéder à des PME dans un univers coté. Pour apprendre le côté investisseur, quand vous voulez investir dans une PME aujourd'hui, c'est compliqué, vous le faites via des fonds, notamment il y a les fonds de la BPI. Mais quand vous voulez investir sur une PME en particulier, vous êtes dans un univers non coté et ça devient compliqué. Le PEA-PME, il a du mal à être démocratisé parce que l'univers non coté, c'est pas automatisé. Et l'idée, c'est de permettre d'avoir accès à des PME cotées pour pouvoir investir en ligne, directement de sa banque, en quelques clics, et soutenir son écosystème local. Et pour les fonds, c'est un peu la même chose. Vous avez des fonds non cotés qui savent faire que du non coté, des fonds cotés qui font que du coté. Et les fonds small cap cotés, leur donner d'accès à davantage de sociétés. Donc pourquoi c'est intéressant pour la PME ? J'ai plusieurs exemples, mais quand vous êtes une PME, et on a un exemple en cours aujourd'hui, vous voulez faire... je vais donner un exemple concret. On a une PME qui est leader des rampes pour handicapés dans les hôtels. Ils fabriquent les rampes en Chine. Ils veulent réindustrialiser en France. Ça n'a pas généré une croissance d'habitat énorme de réindustrialiser. Ça demande des coûts. Et donc, ils ont du mal à trouver les financements parce que pour les fonds, c'est pas assez intéressant parce que ça ne va pas permettre de faire un multiple déconnant. Les banques sont d'accord pour prêter, mais pas l'intégralité parce qu'ils font partager le risque, il faut améliorer les bilans. Et ils sont retournés vers nous en disant est-ce que vous n'avez pas une solution ? Et nous, c'est exactement ce cas d'usage. C'est se dire on va aider les PME à réindustrialiser, à avoir des fonds propres qui vont permettre de faire des effets de levier bancaires, notamment avec la BPI, avec le groupe BPCE. Pour la banque, ça permet de réduire le risque parce que vous améliorez le bilan d'une PME et donc vous réduisez le risque de crédit, donc vous améliorez le taux. Et donc ça crée une sorte de continuum de financement. Et nous, on est un peu cette brique manquante en créant une première étape vers la bourse traditionnelle, qui est Euronext, donc les plus grosses opérations. Et on pense qu'on remplit, qu'on répond à un manque aujourd'hui entre les deux. Et ça peut faire peur, le mot IPO, mais on a un process complètement adapté. Donc on utilise des réglementations qui sont peu utilisées, notamment le fait qu'on n'a pas besoin de faire de prospectus, comme c'est des levées en dessous de 8 millions d'euros. Donc pour la PME, finalement, c'est très simple. On l'accompagne, c'est un parcours digitalisé. Et donc l'idée, c'est que ce soit adapté à ses besoins, et tout en étant, je pense, une demande de pas mal d'investisseurs de soutenir leur économie locale. Voilà. Merci. Et donc là, je me tourne du coup côté banque. Quel est votre constat, en tout cas Laurent, sur l'accès au crédit, du coup particulièrement des petites entreprises et PME, et notamment l'accès au crédit court terme ou au financement du capital ? Alors, donc effectivement, comme je le disais, BPCE est très proche des entreprises en général et des PME en particulier, et non seulement à travers le crédit, comme toute banque, mais on est également là avec elles sur l'amorçage, sur les fonds propres, quasi-fonds propres. Donc on est sur l'ensemble de ces axes-là. Par rapport aux difficultés que vous évoquiez, Maud, tout à l'heure, ce qu'on constate de manière très claire, c'est une très très forte chute des levées de fonds. Donc l'accès au capital, clairement, est problématique depuis 2023.
Ce qu'on observe de notre côté, c'est à peu près une baisse de 50% des levées de fonds, donc c'est quand même assez massif. Sur l'aspect crédit, j'aurais un avis un petit peu plus nuancé, même si je ne remets pas en cause vos chiffres. C'est clair que la hausse des taux ne facilite pas les choses, rend l'accès au crédit plus coûteux, un petit peu plus difficile pour ceux qui sont borderline en termes de critères financiers. En revanche, il faut rappeler que la France est quand même le grand pays de la zone euro où l'accès au crédit pour les PME est le meilleur. On est à plus de 80%. Et ensuite, si on regarde de manière un petit peu plus fine, parce que je pense qu'il faut segmenter l'analyse, pour les crédits d'équipement, donc les crédits long terme, nous, on ne constate pas du tout d'effondrement. Au contraire, ça continue à grossir. On a, les chiffres de la Banque de France semblent le confirmer. On a 97% des PME qui obtiennent leur crédit long terme. Donc c'est quand même un chiffre difficile de faire beaucoup mieux. C'est un petit peu moins le cas pour les PME, mais ça reste pour les TPE, mais ça reste quand même très élevé. Donc pour la partie crédit d'équipement, on ne sent pas une tension spécifique. En revanche, quand on parle effectivement des crédits court terme, pour les PME, ça reste assez simple. En revanche, pour les TPE, effectivement, on sent une tension beaucoup plus forte. Donc pour synthétiser, sur les capitaux, oui, clairement, une grosse tension. Sur le crédit, l'équipement, on ne le voit pas trop de notre côté. Sur le crédit court terme, sur les TPE, oui, ça se tend. Ok, merci. Et du coup, Arnaud, je te laisse réagir également. Ah oui, question ouverte. Oui, du coup, le constat côté les pays. Non, sur le constat, je rejoins sur la partie crédit. À ce stade, effectivement, évidemment, les taux ont augmenté. On ne peut pas dire qu'il y a resserrement du crédit. Ce qu'on peut dire par ailleurs, c'est qu'on est à un point haut en termes de stock dans les bilans des entreprises. Donc, fondamentalement, il y a plus de crédit cette année et l'année passée dans les bilans des entreprises qu'il n'y en avait avant la crise du Covid. Donc c'est normal aussi, entre la hausse des taux et le niveau de chargement, si je puis dire, en dette long terme des entreprises, qu'il y a un tout petit ralentissement que la Banque de France met à 4-5%. Donc c'est pas énorme et on ne voit pas de souci particulier d'accès au crédit bancaire classique. Et même sur les fonds propres, j'aurais tendance à relativiser. Sur leur listage, en réalité, pour les startups, il n'y a pas tellement de ralentissement. Dans le capital développement, il n'y en a quasiment pas du tout. Il y a un peu d'atterrissage des valorisations, on va dire. Mais fondamentalement, on est sur des segments qui continuent à relativement bien tourner. Il y a un point dur sur le late stage, c'est-à-dire sur les entreprises qui avaient déjà beaucoup levé et qui ont encore besoin de lever, qui ont atteint des valorisations importantes. Là, il y a un refroidissement qui va probablement durer encore cette année scolaire, selon toute vraisemblance. Mais on est là aussi dans des situations où beaucoup d'entreprises ont déjà levé, où beaucoup de fonds ont encore de l'argent et savent prendre soin de leur participation. Donc on est plus sur des difficultés d'explosion, si je puis dire, positives, d'entreprises qui auraient besoin nouvellement de lever beaucoup, que sur des difficultés fondamentales pour les entreprises qui ont un fonctionnement à peu près conforme à leur business plan. Voilà. Après, très heureux de vous avoir autour de la table. Je pense que le sujet qui est intéressant, on voit bien que le crédit, c'est un très vieux métier. Ça a toujours fonctionné à la fois sur l'analyse, donc sur la data, et sur la confiance, et donc sur l'humain, s'agissant du crédit aux entreprises. Les banques traditionnelles, elles ont l'humain, elles ont la connaissance. Et moi, ça m'a frappé quand je suis arrivé chez BPI France. Il y a une partie de ce qu'on fait qui est fondée sur la connaissance de l'entrepreneur. Plus on est sur une petite entreprise, plus on est sur une entreprise jeune, plus le risque qu'on va prendre, qu'on le veuille ou non, il est pondéré par le rapport et par la connaissance qu'on a avec l'entrepreneur. C'est important, ça restera important. Sur la partie analytique, en revanche, on voit bien que les méthodes bancaires aujourd'hui reposent sur une profondeur de données et une fraîcheur de données qui sont un peu archaïques, pour être clair. Je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais l'analyse des bilans aujourd'hui, souvent vous prêtez avec plus d'un an de retard sur ce qu'est la réalité quotidienne de l'entreprise. Donc ça doit évoluer. Il y a des choses qu'on fera toujours bien sur le long terme. Il y a d'autres choses qu'on peut faire mieux sur le long terme. Et il faut qu'on sache articuler ça avec des gens qui savent exploiter, collecter la donnée et qui savent avoir, pour la partie qui ne demande pas de relations humaines, une fluidité d'expérience utilisateur en ligne que les banques n'ont pas complètement atteinte non plus. Donc il y a tout un sujet d'articulation entre vous, chers amis, et entre nous, qui est important, qui fait qu'on aura un optimum, un continuum de financement. Je te remercie parce que tu me permets du coup de basculer sur mon autre question, que c'est une très belle transition. Mais donc de ce constat, donc bien que nuancé, on a effectivement du coup ces solutions alternatives et du coup pour les mettre en place, du coup derrière il y a eu beaucoup d'innovations et du coup des solutions. Et donc c'est quoi votre savoir-faire, le cœur finalement de votre métier et du coup de la solution qui fonctionne. Du coup en tout cas chez De Facto. Chez De Facto, je pense que notre innovation, elle se résume en 3 points.
Le premier, c'est évidemment toute l'approche data et algorithme derrière. Donc concrètement, je le disais, on s'intègre sur des acteurs que vous utilisez déjà, que les entrepreneurs utilisent déjà. Par ailleurs, des acteurs peuvent venir sur getdefacto.com et nous mettre à disposition leurs données s'ils le souhaitent. Donc pour les acteurs qui sont sur des outils qu'on n'a pas déjà équipés, ils peuvent également venir à nous. Et on récupère toute cette donnée de manière instantanée. Donc on récupère un énorme volume de données extrêmement granulaires et parfois avec des formatages différents. On parle souvent du scoring, mais on oublie une brique qui est fondamentale, qui est l'infrastructure de données et la manière dont on récupère ces données. On va les stocker, les standardiser pour en faire des choses qui après sont exploitées par un algorithme de machine learning, d'IA ou en tout cas un algorithme de scoring. Et donc nous, chez DeFacto, on a pas mal innové dans la manière de structurer notre infrastructure de données pour que ces données soient utilisables à un instant T, mais également dans le temps, à chaque fois qu'on va faire une nouvelle version d'un algo, etc., qu'on puisse vraiment avoir cet asset. Et ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième, c'est le scoring. Donc, c'est notre capacité à évaluer combien on va prêter à une entreprise. Non pas en fonction de ses revenus futurs. Certaines fintechs se lancent dans le RBF ou ont beaucoup développé le RBF en estimant combien on va prêter à une entreprise, en estimant ses revenus futurs. Pour nous, c'est assez contracyclique, c'est assez procyclique plutôt, parce que dans un retournement en fait, de marché, comme on en a connu au cours des derniers mois, on va avoir une plus grosse sinistralité et on va prêter moins, on va avoir moins d'activité. De facto, on regarde structurellement, on essaye de comprendre par les données qu'on récupère structurellement quels sont vos revenus, vos fournisseurs. Est-ce que votre marché est très concentré? Est-ce que usuellement vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de paiements, des paiements qui échouent, des chargebacks, des virements ou des prélèvements qui ne passent pas, etc. Pour estimer à la fois votre risque de solvabilité et un peu votre risque opérationnel, ou en tous les cas le comprendre pour vous accompagner au mieux. Et on ne dira jamais oui ou non. On dit non si en fait, votre entreprise est radiée, si vous n'êtes pas dans les clous, etc. pour certaines bonnes raisons. Mais généralement, on va plutôt estimer quel est le montant qu'on juge être le meilleur pour vous pour répondre à votre besoin de financement de court terme et pour nous, pour éviter un surendettement. Un surendettement de votre part qui en fait, nous mettrait à la fois entrepreneurs et de facto dans une impasse. Donc on va plutôt calibrer et vous dire, bah voilà, la capacité d'emprunt auprès de facto, elle est de tant euros. Donc elle peut être de 10 000 euros, elle peut être de 200 000 euros, elle peut être de 50 000 euros. Et donc on va essayer de vous comprendre avec cette donnée en temps réel qu'on arrive à bien utiliser, bien structurer et bien utiliser. On va vous scorer, c'est-à-dire on va vous donner une note, nous, en interne qu'on utilise. Mais surtout pour vous, on va vous donner une réponse qui va être voici la capacité d'emprunt auprès de facto de manière à nouveau instantanée. La deuxième grande innovation qu'on fait chez DeFacto, c'est qu'on essaye d'être vraiment customer-centric, donc à chaque fois de rester dans les chaussures de l'entrepreneur, de la TPE, la PME, et d'intégrer la contrainte. Et donc DeFacto, on a fait le choix d'avoir un agrément bancaire, d'aller chercher un agrément bancaire pour pouvoir prêter sur notre bilan et ne pas, quelque part, avoir des contraintes parce qu'on a des prestataires, parce qu'on a des investisseurs qui contraindraient trop ce qu'on pourrait faire, ou qui origineraient eux-mêmes en fait le prêt et d'être un passe-plat, entre guillemets, technique. Mais on juge que c'est important de pouvoir originer sur notre bilan, prendre notre risque, ça en plus ça aligne les intérêts, c'est-à-dire de ne pas surendetter les entreprises. Et ça permet également d'être assez libre dans le produit. C'est-à-dire que s'il y a une innovation, une flexibilité dont vous avez besoin, on peut la développer, puisque comme on origine sur notre bilan, on est libre de ce qu'on origine et de ce qu'on fait. Et donc d'intégrer la contrainte, de comprendre quel est le besoin des TPE-PME. On passe pas mal de temps à échanger avec nos clients, alors qu'on pourrait se dire, bah, comme vous faites de l'embedded lending, c'est-à-dire que vous êtes intégré, il y a quelque part Conto ou Pennylane ou d'autres partenaires qui intermédient un peu la relation, vous êtes un peu loin de la base. En fait, non, on passe pas mal de temps à faire des calls, à essayer de rencontrer justement les TPE et les PME. Et pour moi, c'est super d'être au Big pour ça, pour pouvoir justement bien comprendre quels sont les besoins et sans cesse innover et intégrer toutes les contraintes dans l'infrastructure de crédit et ce qu'est proposer le crédit. Merci. Bah, du coup, j'ai une petite question supplémentaire, mais on parlait un peu risque. Là, votre solution est quand même assez jeune. Tu parlais du coup de 20 mois. Après, sur du très court terme, est-ce que vous avez quand même du recul, assez de recul aujourd'hui sur la performance des entreprises que vous avez financées? Oui, tout à fait. Donc, on prête entre 2 et 4 mois. Généralement, la plupart de nos prêts sont entre 2 et 4 mois. Donc, comme on fait du court terme, on apprend assez vite. Puisqu'en fait, tous les 4 mois, on a le recul sur ce qu'a donné une génération d'octroi de crédit. On a prêté 40 000 prêts au total. Donc, on a un certain nombre de points qui nous permettent vraiment maintenant de faire du machine learning et d'aller vers des solutions d'IA et des algorithmes non linéaires pour pouvoir apprécier encore au plus juste. Aujourd'hui, on a une bonne performance. Alors, comme on fait du court terme, c'est aussi plus facile que quand on prête à 1 an, comme d'autres le font. C'est normal d'avoir moins de défauts, etc.
Et on a mis en place un fonds commun de titrisation du fait de ces bons résultats et malgré le fait qu'on prête depuis seulement 20 mois, du fait de ces bons résultats et toute la structuration de l'équipe et justement la structuration de l'infrastructure de données, etc., on a réussi à aller chercher un fonds de 167 millions d'euros qui nous permet de prêter jusqu'à 1 milliard d'euros par an. Donc là, on est prêt pour pouvoir absorber, si tous les entrepreneurs de BPI venaient chercher des prêts de facto demain, a priori, on a de quoi suivre à la fois dans le plan de l'infra et sur le plan du financement. Félicitations. Du coup, Nima, je te passe la parole, parce que du coup, l'aspect données, scoring me parle un petit peu, et je pense que ça te parle aussi. Donc, je te laisse nous en dire un peu plus. Oui, quand on parle d'innovation, en fait, on parle souvent de gains plus qu'incrémental, de gains significatifs entre un usage ancien, un usage classique qu'on connaît tous et un usage innovant. Si je dois prendre l'exemple d'une demande de financement à un entrepreneur classique qui va voir sa banque, généralement, il va devoir présenter des bilans, monter un dossier, et on va dire que le process va durer quelques semaines, donc 4 semaines, 6 semaines, ça va dépendre de la taille de la boîte, mais on va dire que pour une TPE-PME, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Ce qu'on a fait chez Silver, c'est qu'on a créé évidemment une expérience en ligne. C'est vrai quand on est dans la tech, on a souvent tendance à ne pas en parler suffisamment, mais rien que le fait que toute l'expérience se passe online, c'est déjà on va dire un gain, une expérience qui est complètement différente versus aller se présenter, etc. et avoir une expérience beaucoup plus offline. Donc, il y a la partie online, mais tout le monde comprend ce que c'est, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Là où il y a des gains aujourd'hui significatifs qu'on arrive à avoir, c'est sur la partie data collection et sur la partie scoring. Donc sur la partie data collection, Charlotte en a parlé un peu, donc ça passe principalement par l'open banking. Donc l'open banking, c'est génial puisque ça permet aujourd'hui à un entrepreneur de donner accès à des tiers à ces transactions bancaires, c'est-à-dire qu'un entrepreneur peut choisir d'ouvrir ses données bancaires à d'autres acteurs, et donc ça permet à ces acteurs-là d'avoir une analyse qui va se porter sur une brique en fait qui va être beaucoup plus granulaire qu'un bilan, parce que là on parle d'une transaction bancaire, c'est ce que moi j'appelle souvent une data qui est assez stupide au niveau très granulaire, parce que c'est une date, une description et un montant, donc c'est très très basique. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Cette donnée-là, avant d'arriver à un scoring, il va falloir la traiter. Donc ça passe par différentes applications de traitement, et la principale, c'est ce qu'on va appeler la catégorisation. En tout cas, c'est la technologie qu'on a développée chez nous, c'est-à-dire qu'on va, à partir des transactions bancaires, pouvoir reconstituer un tableau de trésorerie en temps réel. Donc on va pouvoir dire, cette ligne de transaction, c'est du loyer, cette ligne, c'est du salaire, cette ligne, c'est des stocks, etc., etc. Et pour faire ça, pour vous donner un exemple très simple, un risk analyste, donc expérimenté, qui fait ce process-là dans une banque classique, ça va lui prendre en général 2 heures, et ça va coûter 60 € de charge salariale, on va dire. Aujourd'hui, avec du LLM, et c'est ce qu'on utilise chez Silver depuis maintenant quelques mois, on arrive, et avec des LLM qui sont évidemment customisés, fine-tunés avec de la data, on arrive à faire passer ce process de 120 minutes à 12 secondes. C'est-à-dire qu'on est sur un gain de 1000 par rapport à un temps de traitement manuel. Et en termes de coût, on arrive à passer de 60 € à 1 €. Donc c'est là où on voit à quel point la technologie peut avoir un impact en fait, qui est extrêmement massif dans le traitement des datas et dans ce qui va in fine servir au scoring. Parce que chez nous, c'est la première étape, on va dire, c'est le passage des transactions bancaires à un tableau de trésorerie qui va être généré en temps réel. Et ensuite, une fois qu'on a ce tableau de trésorerie, nous, on vient appliquer ce qu'on appelle une scorecard, mais c'est un peu ce que Charlotte a expliqué. Donc, c'est des critères qui vont aller regarder des incidents de paiement, une rotation des stocks ou tout ce qui va concerner la trésorerie d'une entreprise. Et en fait, instantanément, on arrive à un score A, B ou C, et du coup, on arrive à une proposition de financement avec un pricing. Et d'un point de vue client, justement, l'instantanéité, elle se mesure comment? Ça prend combien de temps pour faire une demande de Silver et avoir une réponse? La demande, elle se fait en quelques clics, donc c'est extrêmement rapide. La décision de financement, elle est instantanée de notre côté. Et en fait, dans la journée, un entrepreneur peut très bien faire sa demande de financement le matin et signer son contrat dans les heures qui suivent. Et il a le virement le lendemain. Ça va extrêmement rapidement. Ok, merci. Alors Marc, du coup, je te passe la parole. Alors, on est peut-être sur un parcours un peu différent parce qu'on est sur de la levée de fonds, mais pareil, est-ce que tu peux... c'est quoi la technologie derrière Cryptown?
Nous, on a 3 types d'innovation. Il y a une innovation déjà réglementaire, où on a été à l'initiative avec l'AMF et la DGT d'un règlement européen, le pilote régime, où on est aujourd'hui un des rares acteurs qui sont saisis, donc qui permet de révolutionner les infrastructures de marché, donc en adaptant la manière de faire fonctionner les infrastructures de marché, qui aujourd'hui nécessitait plusieurs intermédiaires avec le marché, vous connaissez Euronext, avec un CSD qui est Euroclear et qui est une sorte de notaire, et des intermédiaires entre eux. Et ce règlement qui crée un nouvel agrément permet de jouer tous les rôles en même temps. Et ça, ça change vraiment la manière de faire fonctionner les infras. Et c'était une première chose de pousser le règlement, de réfléchir les amendements avec les députés européens. Et maintenant, il est effectif depuis mars de cette année. Il y a un autre règlement en discussion en ce moment au Parlement européen qui est dans les e-listing Act, qui est de rendre les capital markets plus accessibles pour les PME. Et c'est assez marrant parce qu'on discute avec le rapporteur européen et ils ont pensé à ce règlement. Et ils nous disent, à part vous, en fait, il n'y a pas grand monde parce qu'il y a une volonté européenne de rendre les capital markets plus accessibles pour les PME, mais il n'y a pas trop de réponse à ça de l'industrie. Et nous, on se positionne dans ces deux logiques, en tout cas réglementaires. Et l'idée de ce règlement, c'est faciliter tous les process. Donc, j'en ai un peu parlé au début, mais quand vous faites une IPO, vous faites un prospectus. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot. Vous faites viser par l'AMF, ça prend du temps, c'est lourd. Il y a une exemption depuis la loi PAC de prospectus en dessous de 8 millions d'euros en France. Donc, c'est une directive, donc c'est 8 millions d'euros en France, c'est un peu moins dans d'autres pays. Là, déjà, ça va être un règlement. Ils vont peut-être réélever le seuil à 15 millions. Donc, déjà, ça veut dire qu'on a un process beaucoup plus rapide. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout le réglementaire, sinon je pourrais parler 1 heure. Mais donc, la première innovation, elle est réglementaire. La deuxième, elle est infra. Donc, on a développé une infra qui permet de gérer une infrastructure de marché en tenant, comme je t'ai dit, le rôle de marché et le rôle de CSD, donc ce rôle de notaire, et en gérant en interne le règlement livraison. Donc, c'est un terme qui peut paraître inconnu, mais aujourd'hui, si vous vous connectez à votre compte titre, donc évidemment chez BPCE, vous passez un ordre d'achat sur une action cotée, il est exécuté sur Euronext, donc BPCE va donner l'ordre à son membre de marché, donc un courtier qui va le transmettre à Euronext. Une fois que l'exécution est faite, va avoir une chaîne de règlement livraison qui va durer 2 jours, qui va faire intervenir une chambre de compensation pour réduire le risque de contrepartie, qui va utiliser le réseau SWIFT, vous avez peut-être déjà entendu parler, et les plateformes de la BCE, Target 2 et Target 2 Securities. Et au bout des 2 jours, il y a un mouvement qui est fait au niveau du Euroclear et vous recevez vos actions. Donc une action dématérialisée depuis 30 ans, ça prend toujours 2 jours à être livré. Aujourd'hui, vous achetez un produit physique sur un site en ligne, vous pouvez recevoir en 1 heure. Donc pour moi, c'est un non-sens. Et l'idée de ça, c'est de pouvoir l'internaliser et changer toute la chaîne de règlement livraison pour permettre de le faire en instantané sans risque de contrepartie. Pour vous, ça ne change rien. Vous êtes toujours sur votre compte titre ou sur vos PEA, PME, BPCE. Vous passez un ordre d'achat d'une PME. Il va être transmis directement par BPCE à notre infrastructure. Il n'y a plus besoin de ce courtier. Une fois qu'il est exécuté, nous, on va directement régler, livrer. Donc, on va faire des transferts instantanés et on va juste renvoyer une information à BPCE comme quoi c'est bon, il est actionnaire, il a acheté ses actions. Donc, on passe de 2 jours avec 7 intermédiaires à 1 seconde avec un intermédiaire. Et ça, c'est une infrastructure qu'on a développée. Et donc, c'est notre deuxième innovation. Et la troisième, qui est finalement une des plus impactantes, c'est de process. C'est quand vous êtes une PME, si vous voulez faire une IPO sur Euronext, c'est compliqué parce que en fait, c'est manuel. Vous prenez un listing sponsor, vous faites des dossiers, ça prend 6-9 mois, tout est manuel. Nous, on a un process qui est digitalisé. Alors, on a quand même un peu de manuel et on ne va pas aussi loin que les autres intervenants, mais ça permet à la PME de connecter ses comptes, de commencer à pré-générer un document synthétique d'information pour préparer son opération de financement. Donc on va passer de 6-9 mois à 3 mois. Et on va surtout adapter le processus à une PME qui va se sentir pas perdue et qu'elle va savoir où elle va. Et parce qu'une IPO, c'est un mot qui fait peur. Et on veut changer en fait ce terme. On veut plus que le mot IPO, ça veut dire ah non, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. On veut que ça soit quelque chose de réaliste et de réalisable. Et le dernier, et après j'arrête, c'est une fois que vous êtes coté, vous avez une obligation de transmettre de l'information au marché. Et pareil ici, par DSP2, par FIDA qui arrive, l'idée c'est de permettre à la PME de préparer ces informations le plus automatisé possible. Donc voilà. Merci, du coup très intéressant. Et donc du coup Ludovic, je te laisse terminer par moi je vais essayer savoir-faire. de revenir dans le thème sur l'innovation. Et nous, l'innovation, c'est la fierté de notre plateforme Trésor 2. Voilà, on est fiers de cette plateforme parce que déjà, on rend simple des choses qui sont compliquées. Rendre simple des choses compliquées, ça veut dire quoi? C'est favoriser l'expérience client
Et nous, on n'a pas un client, on en a 3 dans une opération. On a l'acheteur, on a le fournisseur et on a la banque ou notre financeur. Donc tout ça, pour le mettre en équation, ça a demandé beaucoup de temps et ça a demandé énormément de travail de la part de nos équipes et on peut être fier de tout ça. On a aussi voulu rendre la vie simple à nos utilisateurs, c'est-à-dire comment on récupère les données. Donc on a développé de nombreuses API qui permettent d'aller s'intégrer avec tous les ERP de la place, que ce soit SAP, que ce soit les oracles, que ce soit des logiciels de compta, pour justement faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée pour les acheteurs à proposer à leurs fournisseurs d'être payés plus tôt. Voilà. Tout le monde se plaint des délais de paiement, c'est un sujet qui va être très fort en 2024, on voit que ça se retend. Donc plus on va apporter de la simplicité à nos utilisateurs et plus on va la rendre leur vie facile et plus ils vont avoir envie de rendre la vie facile à leurs fournisseurs. On peut être fier aussi de nos relations avec nos partenaires bancaires et non bancaires. Hein. Pour mémoire, nous avons aussi un SPV, un fonds commun de titrisation qu'on a développé avec cette gestion qui s'appelle Shell Surprise Gestion. Et on a 2 grands partenaires, dont un est représenté ici, qui est la BPI, avec qui on travaille main dans la main sur nos projets. Et il y a quand même un dernier point qui est important et sur lequel je vais m'attarder un petit peu, c'est le prix. En fait, aujourd'hui, on a mis en place un système dans lequel c'est l'acheteur qui amène son risque crédit au fournisseur. Donc, normalement, un acheteur, c'est toujours plus gros que son fournisseur. C'est souvent vrai, surtout dans notre industrie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des acheteurs et des sous-traitants de premier rang, des sous-traitants de second rang, et chaque sous-traitant est plus petit que l'autre. Donc l'idée, c'est de faire payer finalement à celui qui a besoin de financement le juste prix. Et quand je dis le juste prix, c'est souvent, si Maurice c'est Airbus, pourquoi j'irais payer 25% sur une facture pour être payé plus tôt? Ça n'a aucun intérêt. Le risque que j'ai, c'est de l'Airbus. Donc en fait, nous, on n'a pas de tas de moteurs de scoring, d'analyse de données. On a la bonne méthode qui est, on accorde des lignes sur des risques identifiés et qu'on est capable de maîtriser. Alors ça prend un peu de temps. C'est normal parce qu'on affecte des lignes qui peuvent aller de 1 million à 50 millions. Donc c'est sûr que nos partenaires, ils ont besoin de prendre un peu leur respiration pour faire ça. Mais une fois que c'est mis en place, c'est abordable pour le fournisseur et c'est surtout, ça marche de façon récurrente et sans accroc. Donc c'est pas du one-stop shopping. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'intègre dans la continuité. Donc ce sont des financements court terme, mais dans une continuité. On a des programmes qui ont commencé il y a 4 ans avec des fournisseurs à des taux relativement bas. Et aujourd'hui, ces programmes, ils continuent d'exister au même taux. Et on a de plus en plus de fournisseurs sur ces programmes. Voilà. Merci. Et du coup, moi, je m'adresse à toi, Arnaud. On en est où chez BPI France sur l'innovation? Est-ce qu'on a intérêt à s'appuyer justement sur les solutions des fintechs, comme il y a déjà un partenariat avec Piteas? Est-ce qu'on a démarré? Est-ce qu'on a la capacité à faire? D'abord, on a toujours intérêt à s'appuyer sur ceux qui font déjà. Donc, nous, on ne fait jamais rien tout seul. Donc, a fortiori, quand il s'agit de choses qu'on ne fait pas de nous-mêmes, on ne va pas forcément chercher à les inventer. On sait où sont nos forces et on sait où elles ne sont pas. Donc, oui, on a un partenariat qui est fort maintenant avec Piteas parce que dans la gestion de la facture, on avait un besoin important. On voyait la valeur ajoutée pour nos clients et ce n'était pas cœur de métier pour nous de développer la partie gestion de la facture. Sur le reste, j'ai envie de retourner la question un petit peu à tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a plein de solutions qui ont été hyper bien développées, hyper pensées, qui sont entre nous un peu des niches. C'est-à-dire ça correspond à des moments précis de besoin de financement de l'entrepreneur. Ça correspond à des niveaux de prix que l'entrepreneur va être prêt à payer à ces moments-là. Ça correspond à des expériences utilisateurs qui effectivement ont été fluidifiées, mais c'est atomisé. Et donc la question, c'est atomisé et ça se heurte encore à des problématiques de refinancement, même s'il y a des SPV, même s'il y a des fonds de titrisation, même s'il y a des gens qui sont prêts à investir dans ces fonds, ça se heurte encore à une forme de non-fluidité en termes de circulation de l'argent au sens large. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même accès au refinancement quand on est une start-up, une fintech, que quand on est une grosse banque qui gère des dépôts, etc. Donc on sent bien qu'il y a un truc à faire tous ensemble. Et on sait bien aussi qu'on a toujours tous envie de se dire qu'on sait faire nous-mêmes. Quand on est une grosse entreprise, quelle qu'elle soit, nous, ce qu'on voit chez tous nos clients, que ce soit des PME, des ETI, des grands groupes, c'est quand même un réflexe spontané de on sait faire nous-mêmes. Vous allez voir une DSI de banque, n'importe laquelle, quand vous êtes une start-up, en général, elle va vous écouter et se dire qu'elle pourrait très bien faire elle-même. Donc il faut qu'on arrive à dépasser ça pour offrir aux clients une expérience optimale et un accès à l'ensemble de ce qu'il est possible de faire au bon moment.
Et ça suppose de la part des banques pas mal d'ouverture. Donc on essaye, nous, de faire ça avec toi, avec Mathieu, avec toute l'équipe digitale. Et on essaye de le pousser à notre réseau. C'est-à-dire que le but, c'est pas tellement de le mettre juste sur une plateforme digitale. Ça, vous pouvez le faire avec Conto, vous pouvez le faire avec d'autres. C'est que ça arrive dans les réseaux bancaires, parce qu'une grosse partie des PME et des ETI vont rester des clients d'abord des grands réseaux bancaires. Et il faut que ces réseaux apprivoisent cette offre-là, apprennent à donner accès finalement à des offres qui sont sur Internet, apprennent à expliquer du coup l'offre de parfois, même si vous le faites tous très bien, un peu compliqué quand on fait la somme de tout, pour que tout ça soit optimal en termes de financement des entreprises. Donc nous, notre challenge à nous, c'est ça, c'est faire en sorte qu'on puisse donner à nos clients, à travers nos plateformes, à travers notre réseau, à travers les réseaux des grands partenaires bancaires avec lesquels on travaille depuis, 50 ans, au moins, pour ceux qui sont là depuis 50 ans en tout cas, qui ont changé de nom comme nous depuis, mais bref. Donc voilà, notre but à nous, c'est ça, c'est d'ouvrir l'innovation pour y donner le meilleur accès possible en direct à nos clients et en indirect via l'ensemble des réseaux bancaires, parce que nous-mêmes, on est un petit acteur en termes nonobstant l'Accor Arena, on est un petit acteur en termes d'accès aux entreprises, on ne les voit pas au quotidien et on ne voit pas toutes les TPE. Merci. Et du coup, Laurent, côté BPCE, en plus du coup à l'innovation, est-ce que vous avez déjà initié des chantiers en lien avec les solutions partagées, ou est-ce que justement vous êtes plutôt dans une idée de partenariat? Alors, nous, on essaie de faire nous-mêmes, un petit peu quand même. On ne repose pas que sur les fintechs, donc on essaie de faire nous-mêmes des choses, soit sur des nouveaux produits, soit en adaptant les produits existants. Donc par rapport au sujet d'aujourd'hui, par exemple, on a un produit qui s'appelle Flash Facture, qui est de la facturage en 3 clics, donc pas beaucoup de clics, dans lequel la réponse est apportée en 24 heures et le paiement est instantané. Et sinon, c'est entièrement digital. Et ça, c'est un gros succès. 20% de nos clients l'ont déjà utilisé, mais effectivement, on n'est pas dans l'instantanéité complète, puisqu'on a cette fameuse tranche de 24 heures, donc on n'est pas tout à fait au même niveau de performance que de facto. Mais vous essayez, vous essaye, tentez à essayer d'y arriver? on essaye, on a également 2 plateformes de crowdfunding spécifiques, une pour les entreprises de type RSE et une pour les entreprises de la région Rhône-Alpes. Donc on essaie de faire des choses. Et puis surtout, on réfléchit beaucoup à l'ouverture. On a enclenché une initiative de plateformisation et d'ouverture assez massive de nos outils, qui va nous permettre de travailler de manière plus ouverte avec l'ensemble de l'écosystème et de fluidifier justement les échanges dont on parle, puisqu'on voit bien que c'est souvent à la jonction entre les acteurs que ça marche pas très bien. Donc on essaie de faire nous-mêmes, et en parallèle de ça, on n'est pas une fintech, on ne le sera pas. On a nos process, on a nos orders, on a nos SI legacy, on a nos contraintes réglementaires qui ne sont pas tout à fait légères pour les banques. Et donc on regarde évidemment avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de respect ce que font les fintechs, parce qu'elles apportent indéniablement des idées nouvelles sur les produits. Le revenue-based financing, c'est quelque chose évidemment qu'on a vu dans le radar, mais qu'on n'a pas été capable de mettre sur le marché nous-mêmes. Une manière différente, intelligente et rapide de faire différemment des produits qui historiquement existaient. La facturage, ça existe, mais la manière qui est faite aujourd'hui par Piteas, par De Facto, elle est très innovante et très intéressante. Et donc évidemment, on a... En fonction des cas, en fait, on va dire, on est évidemment très intéressé par des partenariats avec ces sociétés-là. Ça peut prendre évidemment plein de formes. Ça peut être des partenariats techniques, donc en s'inspirant des technologies qui sont développées par ces sociétés. Ça peut être des partenariats commerciaux. Et puis nous, on est capable d'apporter, sur la base de ces partenariats, des choses dont on pense que ces acteurs-là ne peuvent pas faire. Donc on se voit très complémentaires. Parce que nous, on est capable d'apporter justement une batterie de services, de solutions à nos clients, alors que ces sociétés sont plutôt sur des verticales sur lesquelles ils sont très forts, mais plutôt monoproduits. Et puis on a une capacité à massifier, à industrialiser tout ça, à s'appuyer sur une base de clients qui est très très large, donc avoir des effets d'échelle. Et donc on se voit plutôt comme complémentaires en fait, en s'appuyant sur toute l'intelligence, toute l'agilité et toutes les idées de ces sociétés, et en les combinant avec nos propres actifs qui sont de nature différente. Et puis dans certains cas très spécifiques, ça peut évidemment prendre des formes de partenariats plus durs au sens positif, donc plutôt capitalistique. Je crois que Arkia est au capital de Piteas, si j'ai bien suivi. Donc on voit que ça peut aller plus loin qu'un simple partenariat technologique ou commercial. Donc là, côté BPCE, on est très pragmatique. Au cas par cas, on regarde si on fait du make, du build, du partner, du buy, en fonction du cas, en fonction de la proximité de notre business model, en fonction de nos priorités, en fonction de ce qu'on anticipe
être notre capacité à intégrer de manière harmonieuse le partenaire. Donc il n'y a pas de règle générale. Merci. Bon, en tout cas, ces complémentarités dessinent des beaux projets, en tout cas à venir ou à penser. Bon, il nous reste du coup 15 minutes. Il faudra qu'on laisse peut-être un peu de temps aux questions pour le public. Mais si on doit un petit peu conclure, donc on voit que finalement, il y a quand même de l'accélération côté FinTech. Les banques finalement suivent, mais on a aussi des contraintes réglementaires, etc. On a par contre l'avantage d'avoir aussi la clientèle. L'acquisition coûte cher aussi pour les FinTech. Et donc, par rapport aussi à des idées de partenariat, etc., qui ont pu être évoquées, comment vous voyez l'avenir? Donc, je passe la parole d'abord à Ludovic, mais comment tu vois du coup l'avenir? Je vais te dire, l'avenir, on le voit très bien, parce qu'en fait, on a été très bien soutenu assez rapidement par deux banques, puisqu'on n'a pas de VC, nous, dans notre capital. On a toujours refusé d'avoir des VC, et notre objectif, c'était d'avoir des vrais partenaires industriels. Et c'est comme ça qu'on a toujours construit notre société. Aujourd'hui, on a des nouveaux partenaires c'est toujours pareil, hein, une fois qu'on a acquis une certaine confiance et une certaine notoriété, les autres viennent taper à la porte et on est très content de les accueillir. Et aujourd'hui, on va annoncer 3 nouvelles banques qui vont rejoindre la plateforme et des banques internationales. Donc c'est vraiment un très gros changement pour nous. C'est vrai que nous, on est parti d'un constat simple, et tu l'as dit toi-même dans ta question, le coût d'acquisition du client. Il y a des réseaux bancaires, ils se battent là-dessus et ils sont très performants et ils ont des clients. Nous, on avait un target de 3500, 4000 comptes et on s'est dit, c'est les comptes que chassent tous les réseaux bancaires. Donc, à quoi ça sert d'aller dépenser des millions d'euros dans du SEO, de l'achat à la demande avec un site internet? Ça ne marche pas. On l'a testé, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on passe obligatoirement avec des partenaires parce que de toute façon, ils leur parlent déjà. Et ils ont leur confiance. Dans le monde dans lequel on travaille, dans l'industrie, dans le transport, dans la distribution, on parle de confiance. Alors là, aujourd'hui, c'est fierté, mais moi, je vous dirais aussi, il y a confiance. Vous avez confiance dans votre banquier parce qu'il vous accompagne. Voilà. Et nous, on a compris très vite que notre place, c'était pas de remplacer le banquier et notre place, c'était pas de le disrupter. Notre place, c'était de l'accompagner avec notre savoir-faire et de proposer des alternatives. Donc, c'est vrai qu'on a aussi permis avec de faire un partenariat pour monter un SPV, un fonds commun de titrisation avec une société de gestion pour attirer les investisseurs institutionnels qui sont des acteurs majeurs aussi du financement de l'économie justement sur ces sujets avec une nouvelle classe d'actifs qui est la facture. On a les banques, elles aussi disposent quand même d'encours relativement importants à distribuer et à flécher et on aimerait que ça soit encore plus fléché sur ces financements court terme. Et comme tu le sais, la facturation électronique qui prend un peu de retard, mais qui va arriver en 2026, va bouleverser le monde de la facturage. Et je pense qu'on va avoir plein de sujets de financement qui vont s'explorer à ce moment-là et qu'on est en train de préparer. Et c'est un petit peu pour ça que aujourd'hui, on a les banques qui nous aident à distribuer nos services et on est en train de concevoir aujourd'hui avec nos partenaires les produits de demain. Donc en fait, on est en permanence en train d'anticiper. Et la force aujourd'hui de ce partenariat, c'est qu'on n'est jamais figé. Ce que je fais avec BPI est différent de ce que je fais à Arc-Arkea et ça sera sûrement différent de ce que je ferai avec BPCE parce que chacun a une idée innovante et c'est leur savoir-faire en termes de connaissances clients et notre savoir-faire en termes de technologie qui permet de faire le bon couplage. Et aujourd'hui, force est de constater que on a un EBITDA positif. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a passé le cut, puisque on a 8 ans d'existence et ça fait déjà 1 an qu'on a passé le cut des 5 premières années et justement de commencer à trouver de la rentabilité. Voilà. Et donc je suis très fier d'être entouré de mes partenaires aujourd'hui. Félicitations et puis on y croit. Et du coup, chez De Facto, vous avez aussi déjà initié des partenariats, parce que du coup, tu en as parlé avec Penny Lane, Conto, etc. Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de distribution entre justement l'acquisition directe et par le biais de partenariats? Donc, nos partenariats, comme je disais au début, nos partenariats, c'est la majeure partie de notre canal d'acquisition client et de distribution de nos prêts. Pour nous, être une fintech efficiente et en relation avec les banques, c'est en effet des canaux de distribution qui sont efficaces. On est en effet sur une niche, on est quand même sur une niche en France de 500 milliards d'euros à peu près. Le besoin de financement de court terme
Donc ça reste une belle niche. Et de toute façon, on le voit ici, le besoin de financement de court terme des TPE et des PME, il n'est pas encore complètement rempli. La France est un pays bien bancarisé, je rejoins complètement Laurent, depuis des années. Et pendant la crise, on a pu le voir aussi, les banques ont quand même bien joué le jeu d'accompagner les clients. Et aujourd'hui, dans la période de resserrement du crédit et de réduction de la politique monétaire, on le voit, les crédits à partir de 1 an ou plus sont quand même bien remplis. L'enjeu, il est vraiment sur le court terme. La Commission européenne a publié dernièrement des derniers chiffres et des estimations d'impact. Une TPE ou une PME sur 2 en Europe qui fait faillite à cause de besoins de court terme, à 2-3 mois de financement. Donc, nous, on pense vraiment être complémentaires des banques, c'est que ce besoin, il n'est pas répondu aujourd'hui. Donc, il y a Flash Facture, il y a les Factors, il y a des plateformes de factoring ou de reverse factoring qui fonctionnent, généralement avec des critères d'éligibilité qui ne s'adressent pas à tout type de facture, qui d'une part fait soit le financement client, de l'autre part soit le stock. Donc on pense qu'on répond à un besoin qui n'était pas, auquel il y avait un besoin qui n'avait pas de réponse actuellement. Et qui le sera, et qui le sera demain. Donc nous on se voit comme complémentaires des banques. D'ailleurs on échange avec de nombreuses banques, à la fois les réseaux bancaires. Il faut savoir que pour un chargé d'affaires en banque, dans une agence, quand il voit une TPE ou une PME, un entrepreneur arriver et qui a un besoin de court terme, qui est tout stressé, c'est stressant à la fois pour lui et à la fois pour l'entrepreneur. Et généralement, quand il n'y a pas de solution, c'est compliqué. Et ce n'est pas des produits sur lesquels les banques margent. Donc on ne parle pas aussi de profitabilité des banques, on parle beaucoup de rentabilité des fintechs et à juste titre, mais en termes de profitabilité aussi des banques, les fintechs avec une offre justement complètement automatisée, digitalisée et complémentaire aux produits traditionnels, on peut aussi améliorer la profitabilité. Les banques espagnoles l'ont bien compris. Elles font quand même beaucoup de partenariats avec les fintechs dans cette finalité d'améliorer leur profitabilité. Nous, on échange avec de nombreuses banques, et à la fois au niveau local, donc des établissements de crédit au niveau local ou des groupes bancaires pour faire des partenariats. Et on voit que les échanges sont très bons. Et un dernier point, je rejoins complètement ce que disait Arnaud tout à l'heure. Nous, on fait du crédit, on a pris un agrément bancaire, on a tout intérêt à aller se renseigner et à apprendre auprès des gens qui font. Et donc aussi, on est très humble dans cette approche de partenariat quand on échange avec les banques, qu'elles soient locales, les chargés d'affaires qui, eux, parlent aux TPE, aux PME toute la journée, dans l'examen du crédit, etc. Ou alors d'un point de vue bilanciel. Pour être rentable et créer de la valeur, on pense beaucoup qu'il faut savoir avoir une balance sheet, la gérer ses risques, pour en fait capter la valeur concrète, pas seulement être un intermédiaire. Et là-dessus, on a beaucoup à apprendre des acteurs traditionnels également. Et du coup, Nima, c'est quoi votre trajectoire justement sur l'avenir par rapport sur le court terme aussi et à venir? On croit évidemment aussi beaucoup aux complémentarités entre les fintechs et les banques. C'est déjà une réalité. Enfin, on a la chance d'avoir BPI comme actionnaire depuis le départ. On a des fournisseurs en dette également, parce que la dette ne vient pas parce que nous, on n'a pas de dépôt. Et généralement, c'est le cas de beaucoup de fintechs. Donc, on s'appuie également sur des partenaires bancaires pour cette partie dépôt et pour pouvoir originer des financements. Et typiquement, on a annoncé un deal avec Citi, la grande banque américaine, qui est un deal de 200 millions d'euros avec un fonds titrisé. Donc, c'est un fonds qu'on est en train de déployer actuellement. On travaille avec des banques également sur la partie accès à la transaction bancaire, notamment l'open banking. L'acteur Bridge, avec lequel on travaille aujourd'hui, pour la France, fait partie du groupe BPCE. Donc, c'est un acteur avec lequel on travaille pour accéder à cette brique de base, cette donnée qui nous permet ensuite de faire nos analyses. Et cette complémentarité, je pense qu'elle va s'accentuer. Comme on le disait, et comme tu le disais très justement, les banques ont la particularité d'avoir un réseau de distribution qui est massif et un pouvoir de distribution qui est gigantesque. Nous, de notre côté fintech, on a des produits innovants, on peut aller parfois plus vite, alors sur des niches, sur des monoproduits. C'est là où on peut avoir des gains significatifs par rapport à ce qui existe sur le marché. Et ce qu'on voit, c'est que la demande, elle est là. On parlait tout à l'heure d'un entrepreneur sur 4 en Europe qui a besoin de financement, qui dit avoir des difficultés sévères dans l'accès au financement. Et ça ne va pas en s'améliorant, surtout pas dans l'environnement économique actuel, avec la montée des taux, avec l'augmentation des coûts des salaires, des matières premières, etc. Les prévisions disent qu'en Europe, les banques vont contracter leur production bancaire de 2,8% en 2023 par rapport à 2022, à une période où les TPE et PME ont encore plus besoin de financement. Donc on voit bien que les produits qui existent aujourd'hui ne répondent pas en fait à la demande des entrepreneurs. Donc c'est pour ça qu'on existe. On existe pour aider les entrepreneurs à aller plus vite, accéder à du financement de manière plus simple, plus rapide, plus répétitive. Parce que le fait d'automatiser les process fait qu'on peut rentrer dans un modèle récurrent de production de financement, je pourrais dire as a service, et c'est ça qui est très important, de manière à pouvoir accompagner les entreprises dans leur croissance et dans leur... Voilà.
dans leur avenir. Merci. Et du coup, pour finir, Marc, la réglementation, elle a ouvert aussi quand même pas mal de portes pour ta solution. Et puis finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, et Laurent le mentionnait, l'accès au capital est du coup un petit peu plus difficile. Donc il y a une vraie porte ouverte aussi. Nous, on travaille, j'ai envie de dire, c'est fait pour les banques. On a un outil à disposition d'une banque. Parce que quand vous êtes une PME, vous êtes client d'une banque. Et vous avez une PME qui a 25 ans, en fait, votre relation avec votre banque, elle est très forte. Et quand vous avez besoin de financement pour transformer la consommation énergétique de votre usine de gaz à photovoltaïque, et ça coûte 4 millions, la première chose à faire, c'est appeler votre banquier. Et votre banquier, il est toujours de bonne volonté. Il va vous dire, écoutez, moi, je peux vous prêter peut-être 2, peut-être 2,5 sur les 4, ce qui est déjà très bien. Et en fait, il n'a pas de solution pour tout. Et lui, il ne sait pas faire des fonds propres. Et les réseaux bancaires, ils ne savent pas faire des fonds propres. Et nous, on leur donne un outil en disant, OK, quand c'est ce cas de figure, vous nous envoyez, on fait le complément, on fait une IPO, et vous engagez à post-réussite à prêter l'argent. Donc, ça crée un financement hybride et ça permet au conseil d'avoir une vraie réponse et pas de botter en touche, parce qu'il n'y a pas pire quand vous avez un client qui vous fait confiance depuis 20 ans de dire là on ne sait pas faire et on ne sait pas qui pourrait faire en fait. Et l'idée c'est d'apporter une solution aux PME. Et de l'autre côté, en fait, quand vous êtes, là je parle à vous, vous avez tous un compte bancaire, vous avez un PEA, peut-être un PEA PME, et nous on ne va pas chercher à vous avoir en direct. En fait, on veut que vous investissiez via votre PEA PME. Donc la banque, elle sert des deux côtés. Elle va financer ses PME et avec ses propres investisseurs. Donc nous, on est un outil mis à disposition aux banques pour leur permettre de financer l'économie réelle. Et donc nous, le travail avec les banques, il est essentiel et on n'imagine même pas sans. Et ça ne serait pas réaliste, parce qu'une PME, elle ne doit pas aller chercher 1000 interlocuteurs pour se dire ok, peut-être que lui il va me trouver une solution. Non, l'idée c'est la banque, c'est un one-stop shop, c'est sa relation, elle fait confiance et si la banque peut lui dire ça c'est adapté, elle le fera. Et pour nous ça nous permet de réduire nos coûts d'acquisition, de s'appuyer sur à la fois l'analyse préalable de la banque qui est souvent de qualité, et ça permet de financer des PME qui ont été whitelistées par une banque, parce que quand une banque est prête à prêter 2,5 millions, ça veut dire que la PME elle est quand même solide, et ça nous permet de se dire ok, on fait confiance à un acteur qui est de confiance. Et de deux, sur le PEA PME, aujourd'hui vous pouvez mettre du côté et du non-côté, et aujourd'hui il n'y a que du non-côté parce que les PME c'est non-côté. Et donc là c'est pas une banque qui est ici, mais pour avoir parlé avec une banque et la direction d'opération, une ligne ça leur coûte 500 €. Sur le non-côté, c'est manuel dans une banque. Et quand vous dites j'investis dans cette start-up, mettez la ligne dans votre PEA PME, votre banquier il tire la tête parce que ça coûte très cher, c'est très compliqué, il n'y a pas de process. Et même dans la continuité. Et nous, on met une industrie de côté. Et donc la banque, elle se connecte, elle n'a rien à faire à part se connecter une fois, et on passe de 500 € à 10 centimes. Et beaucoup, beaucoup plus simple. Donc les banques, en fait, elles cherchent des outils comme ça, et nous, on veut être une infrastructure dédiée aux banques. Merci. Du coup, c'est bientôt la fin. Donc, si je vais conclure finalement le décollage des financements alternatifs, c'est pas un mythe, mais bien une réalité. Les grandes gagnantes sont les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ce panel de financement. Et puis, il y a un certain, on va dire, stimuli positif côté banque par les solutions pour s'adresser sur ces marchés. Il nous reste du coup quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Je passe le micro. Merci. Romain Licard, je suis analyste. Je voulais poser une question à De Facto et à Silver. Les entreprises françaises cherchent à connaître leur notation de crédit. Et donc, vous, est-ce que vous disclosez auprès de vos clients le scoring en fait, qui sort de vos algorithmes? Merci beaucoup. Alors chez Silver, non, on ne le fait pas pour l'instant. C'est un score qu'on garde en interne. On n'a pas prévu de le faire à court terme, même si on a des demandes d'acteurs tiers qui veulent connaître en fait la crédibilité, la creditworthiness des entreprises à court terme. Et donc on a des demandes sur le sujet, un peu de la part des PME, des TPE qu'on accompagne, mais aussi par des acteurs tiers qui pensent avoir un intérêt à accéder à la donnée. C'est pas quelque chose qu'on a choisi de commercialiser pour l'instant, c'est pas une ligne qu'on exploite, mais on va dire qu'on sent qu'il y a des demandes sur le sujet. Donc chez De Facto, on ne la communique pas à l'entrepreneur. Par contre, comme j'indiquais, on communique une capacité de financement donnée, sachant qu'en fait, le volume qu'on est prêt à prêter et qui va être déterminé par notre algorithme va dépendre beaucoup de notamment la notation et des KPI propres à l'entreprise. En revanche, on a développé d'un point de vue infrastructure tout notre algorithme de scoring avec l'infrastructure de données, le scoring, le montant auquel on prête de manière séparée
pour pouvoir mettre à disposition ça demain et le productiviser si nécessaire, le productiser si nécessaire. Et le dernier point, c'est que dans le machine learning ou l'IA, il est facile de dire ah bah, l'algorithme vous donne un score de temps, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc dans le développement de nos algorithmes, on essaye vraiment de comprendre en fait ce que fait l'algorithme. C'est-à-dire évidemment on le teste avec des jeux de données, des sets de données, etc. C'est facile quand c'est pas linéaire de dire bah, je ne sais pas exactement, mais votre score il est de 5, il n'est pas de 8. Et on essaye en sortie de l'algorithme, on a à la fois un score, mais on a également un peu les facteurs qui permettent de pouvoir expliquer au client, si le client vient nous voir en nous disant bah, je ne comprends pas pourquoi ma ligne de crédit c'est que 20 000 euros et pas 50 000 euros, on peut lui dire bah, voilà, on a capté ça, on a capté ça, on a capté ci, et donc c'est pour ça aussi que votre capacité, elle est de temps par rapport à vos revenus, par rapport à l'ensemble de vos KPI. Donc dans l'explication aussi du score, au-delà du chiffre, la capacité à expliquer ce que fait notre algorithme en fait et la manière dont on procède. Ouais, je rebondis sur la question, j'aime bien la question, c'est une question qu'on s'est souvent posée chez BPI France, et on a été établissement de place. Est-ce qu'on note les entreprises? Oui, évidemment. Est-ce qu'on veut communiquer cette note? Au final, non. Parce que ça met un petit peu tout le monde en porte-à-faux dans l'écosystème. C'est difficile de se positionner comme agence de notation, c'est pas le rôle d'une banque, on ne pense pas. À l'inverse, quand il y a un effet positif clair à communiquer une note, on le fait. Typiquement, sur le climat, on a un indice de maturité climatique, on note les entreprises, et là, on leur dit, vous êtes là sur notre échelle de notation, et vous êtes là par rapport aux gens de votre secteur et de votre catégorie. Parce qu'on pense que ça va les mettre en mouvement, et parce qu'on pense que ça peut encore servir tout le monde, parce que tout le monde n'a pas ces modèles d'évaluation. Sur la note financière aujourd'hui, on ne pense pas que ça va mettre les gens en mouvement, et ça met effectivement un petit peu et les chargés d'affaires et les gens qui font les algorithmes et les autres banques en porte-à-faux. Donc il y a besoin d'analystes. En fait, il y a besoin de gens neutres qui fassent ce job-là. Et je pense, Marc le dirait aussi, mais si on veut qu'il y ait plus d'entreprises cotées, on a absolument besoin de réussir à trouver un écosystème où on fait vivre les gens qui savent noter les entreprises sans être originellement là pour les financer. C'est important. Nous, sur ce point précis, on s'est dit que pendant le process pour cotation, on s'appuierait sur la notation de Banque de France. Donc la Banque de France note les sociétés qui font plus de 700 ou 750 000 euros de chiffre d'affaires. Et on est en train de regarder un partenariat avec elle pour utiliser leur notation de manière publique dans le cadre des opérations. Et ils sont ouverts. Et en fait, la Banque de France donne la note que à la PME. Finalement, elle s'en sert après avec ses réseaux bancaires. Et ça peut être aussi faisable et on en discute. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, on est tout pile à la minute 0, ou peut-être depuis un petit moment, je ne suis pas sûre, mais bon, on a un peu gratouillé. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Je suis ravie et on est ravis de vous avoir accueillis. J'espère que du coup, vous avez appris plein de choses sur les finances alternatives. Nous sommes devenus maintenant accollables. Interrogation surprise en sortant.